Et si on parlait des coachs ? Les entraîneurs, les hommes en costard au bord du terrain. Et oui, les stratèges, on va devoir parler d'eux un petit peu. Il y a eu un peu de mouvement sur les bancs NBA là, depuis un gros mois que la saison régulière est terminée. Et il y a encore plein de mouvements à venir. Et il y en a d'autres à venir. Et c'est toujours intéressant d'observer un peu ce qui se passe au niveau des coachs, qui fait quoi, qui embauche qui, est-ce qu'on voit toujours les mêmes têtes qui tournent ou pas, et ainsi de suite. Exactement. Et rien que pour ça, on s'installe peinard en faisant la bise. Beaucoup de contenu cette semaine sur Trash Talk, arrêtez de vous plaindre. Je sais pas pourquoi. Mais donc du coup non, on va parler des coachs parce que en ce moment, même s'il y a plein de sujets d'actu dont on peut parler, on a déjà fait la loterie, on a déjà fait les playoffs, on va attendre un petit peu que les 2 séries de conférences avancent un petit peu avant de faire des conclusions hâtives, car vous savez, on adore ça. Mais il y a des franchises en effet qui se bougent. La plupart, évidemment, qui ont été éliminées, soit de la course aux playoffs, soit des playoffs, et qui avaient du changement à faire au niveau de leur coaching staff. Ça a commencé très tôt, avec des franchises qui ont limite attendu juste, elles ont fait genre la saison régulière est terminée. C'est bon. T'es viré. Ouais. C'est bon. Tiens, viens par là. Viens par là, Dave Jurger. C'est ça. Et il y a plein de coachs. T'as fait une bonne saison. Hein. Comme lui, Luke Walton. Bam. Et donc on va essayer de se focaliser sur plusieurs franchises, parce qu'il y en a qui sont soit réglées au niveau de leurs problèmes administratifs avec leur coach, soit certaines qui sont en instance 2. Soit il y en a qui ont régler leurs problèmes, mais en fait il y a d'autres problèmes. C'est pour ça, instance de... genre on sait jamais tout ça. Le mot instance est assez bien choisi, je trouve, non ? Instance peut être utilisé dans bien des thèmes. Du coup, évidemment, comme franchise, il y a du Suns, du Lakers, du Grizzlies, du Cavs, du Kings, du Thunder, du Sixers. C'est très division pacifique quand même, hein. Division pacifique, elle est bien au taquet. C'est le bordel, hein ? Ça c'est sûr. Ouais. Et donc justement, on va commencer tout de suite par nos amis de Cleveland, qui ont récupéré un nouveau coach. On le savait, ils avaient commencé la saison avec Tyronn Lue. Au bout de 10 jours, ça s'est terminé. Larry Drew. On est passé par Larry Drew, tout à fait. On savait qu'il allait avoir un nouvel entraîneur. Ils ont pris le temps, Kobe Altman, Dan Gilbert, de voir ce que ça pouvait donner. Et ils ont trouvé leur nouvel homme fort. Monsieur John Beilhein. Tout à fait, qui nous vient donc de NCAA et de l'université de Michigan. Les Wolverines, si je dis pas de bêtises, à ne pas confondre avec Michigan State et les Spartans. C'est un vieux de la vieille. Ah bah l'autre, il a commencé à coacher au début des années 90. C'est ça, Pépère a 66 ans quand même. Ouais, puis il a plus de 25 ans de coaching derrière lui. C'est ça, donc bon. Il a de l'XP, tout à fait. Pas en NBA, mais il a de l'XP, mais quand même, ouais. Sur un contrat de 5 ans, si je dis pas de bêtises, donc ça peut le mener jusqu'à au-delà de sa 70aine. Ouais. Après, on sait que souvent les coachs, ils signent des gros contrats comme ça et on essaie de voir ce que ça donne au bout de 2-3 ans. Ouais, et puis des coachs qui font des vraiment très bons résultats au-delà des 70 piges, faudra regarder. Ouais, Hubie Brown, peut-être. Peut-être, ouais. Phil Jackson. Avec Pop. Mais non, Phil Jackson, il a arrêté d'être coach, il avait 65 ans, je dirais. Ouais, non, c'est sûr, dès que tu passes 70 ans, c'est un peu tendu. Normal, hein, c'est un métier où il y a beaucoup de stress, où c'est quand même plus physique que ce qu'on croit, exactement, les déplacements, le sommeil et tout. Donc à partir d'un certain âge, je pense que tu dois commencer à en chier, quoi. Tout à fait, il y avait dans la même veine un petit peu des coachs NCAA, bon lui était beaucoup plus jeune, hein, mais il y avait Rick Pitino qui était dans les rumeurs, malgré les soucis qu'il y avait eu au niveau juridique, avec Louisville, je crois qu'il y avait eu une affaire notamment fort sympathique qui a eu quelques années. Mais donc John Beilhein, c'est pas un coach qu'on connaît tant que ça, je veux dire, ok, il est coach de Michigan, l'université de Michigan depuis au moins 10 ans. Je peux regarder quand on bouge pas. Donc il y a la formation, hein, tout ce que vous avez eu avec Trey Burke notamment, ça vient de là, Michigan, et d'autres joueurs qui sortent parce que bon, il fait 12 ans. Il vient de faire 12 saisons sur le banc de l'université de Michigan. Et alors, le sujet évident avec John Beilhein, c'est la transition NCAA-NBA. Parce que on en a vu certains, il y a eu une tendance ces dernières années de mouvement de la NCAA vers la NBA. Brad Stevens, Billy Donovan, Fred Hoiberg, ce sont des coachs qui étaient dans des universités et qui sont passés en NBA. Voilà, c'est-à-dire qu'en avec gros, plus ou moins de succès. Il y a disons qu'on le voit bien dans le recrutement des coachs, quand t'es pas satisfait de ton coach et donc que tu le vires pour en mettre un autre. Next. Il y a deux espèces d'écoles dans les grandes lignes en NBA. Il y a les franchises qui veulent un nom qu'elles connaissent déjà. Tu vois, un nom qui a déjà un peu tourné en NBA. Là, on voit des franchises qui viennent de faire ça. On va en parler après. Tout à fait. Et t'as d'autres franchises comme effectivement Boston, tu viens de le dire, le Thunder récemment, les Bulls qui se disent non, on a besoin de sang frais, on a besoin de nouveaux visages, on a besoin de nouvelles idées aussi peut-être. Tu vois, nouvelle façon de voir les choses. Bien sûr. Et donc, on va prendre un mec jeune ou pas jeune, parce que finalement, Billy Donovan est beaucoup plus jeune que John Beilhein, mais il a déjà sa cinquantaine easy, quoi. Il y a du titre NCAA, il y a tout. Voilà. Donc, on va prendre un mec qui n'a jamais coaché encore en NBA.
NBA. Ouais. On a aussi vu d'ailleurs les Cavs qui avaient fait ça dans un autre délire en faisant venir David Blatt. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a plusieurs voix, tu en disais 2, et évidemment dans la deuxième où souvent c'est nouvelles têtes, parfois c'est des mecs qui viennent de NCAA, parfois c'est des mecs qui viennent d'Europe, on a vu, même si en soi ça n'a duré que 1 an, Igor Goskov qui avait une formation américaine. Il était assistant en NBA. C'est ça. Mais oui, il n'avait jamais été head coach en NBA. Il y a beaucoup d'assistants qui de plus en plus prennent des postes de coach. On vient de voir Borrego qui est allé se m'enfondre à Kenny Charlotte. Kenny Atkinson, c'est ancien. un peu ça. Hein. Quinn Snyder, c'est pareil. Quinn Snyder, exactement. Mike Budd, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et donc tu pars avec John Nick Bailey. Nurse, hein. Ah ouais, bien sûr, bras droit, et qui après devient step up. Et donc là, John Bailey qui arrive. Alors les points intrigants, donc c'est au niveau du jeu qui va être mis en place, parce que là on est dans la découverte totale. C'est difficile de dupliquer, genre il a fait ça en NCAA, donc il va faire ça avec des adultes. Non, tu peux pas penser comme ça, parce que en plus en NCAA, sans vouloir faire de stéréotypes, mais parfois tu as des joueurs qui sont là que pendant 6 à 8 mois, donc il faut que tu sois en perpétuel renouvellement. Non, mais tu peux pas du tout coacher de la même manière, c'est impossible. Les règles sont même pas les mêmes. Bien sûr. Tu vois, genre... C'est clair. Mais après, ce qui est intéressant pour les Cavs, c'est le côté coach qui connaît les jeunes, et les Cavs sont dans une reconstruction future avec des jeunes. Il y a encore beaucoup de vieux, mais ils ont envie d'être dans une dynamique de jeunes. Ça c'est vrai, coach qui a, de ce que j'ai pu lire, la réputation de quand même genre faire confiance aux jeunes, mais en NCAA de toute façon t'as que des jeunes, donc c'est un peu compliqué. Mais surtout genre ne pas hésiter à donner de la chance aux remplaçants, faire tourner. Oui. C'est la réputation qu'il a. Après en NBA on verra comment ça se traduit vraiment. Bien sûr. Mais donc c'est plutôt bon pour Colin Sexton, c'est plutôt bon pour Shady Osman, tous les petits qui sont dans le coin. Là on va voir ce qu'ils vont faire avec leur 5e choix de draft, les Cavs, parce qu'ils vont devoir l'utiliser aussi là-dessus. On a vu dans les... J'en ai pas non plus une brouette de joueurs qui viennent de Michigan là de tête. Je sais que Trey Burke est probablement passé sous ses mains, qui avait fait un carton avec Michigan à l'époque. Draymond, c'est l'université Michigan ou c'est Michigan State? C'est Michigan State. C'est Michigan State. Draymond Green. Mais non, Michigan c'est le maillot tout jaune. Michigan State. Michigan State aussi, Magic. Je sais pas si John Bailey déjà. Non, t'imagines John Bailey. J'étais déjà coach de Magic Johnson à l'époque. Coach, mais j'ai coaché tout le monde. Mais ouais. Non, de toute façon, il avait déjà un certain âge. La région de toute façon de Michigan en termes de formation de joueurs, ça produit du petit joueur quand même. Ça produit du col bleu à balle. D'accord. Donc ça c'est pour les Cavs. On verra, c'est la découverte totale. On vous suggère d'ailleurs s'il y a des fans des Cavs qui écoutent, et s'il y a des fans des Cavs qui nous regardent et écoutent, on vous suggère évidemment de regarder tout ce qui est autour de la Summer League, parce que c'est souvent quand il y a des coachs qui débarquent comme ça, qui prennent le pari de s'en occuper eux-mêmes de la Summer League, et surtout de s'exprimer pendant ces espèces de temps morts pendant l'été, où là à ce moment-là ils s'expriment beaucoup sur quelle va être leur philosophie. Et surtout avec une équipe comme les Cavs, ça peut avoir du sens en fonction des mecs qui veulent faire jouer pendant la Summer League. C'est ça, exactement. Ça c'est Cleveland. Donc bon courage, on suivra tout ça. C'est un vrai renouvellement du côté de l'Ohio. On enchaîne avec, je vais faire un petit ping-pong sur ceux qui sont gérés, ceux qui sont pas gérés. Memphis, c'est au moment où on tourne cette vidéo, c'est à moitié géré, c'est-à-dire Bickerstaff est dehors. Il y a eu pas mal de mouvements au niveau du front office. On sait que Chris Wallace a été gentiment mis dans un placard de 1 mètre sur 1 mètre. Quoi. C'est ça, Tayshaun Prince a step up, puisqu'il reste des OP basket. Ils ont pris un gars qui s'appelle Elliot Perry. Elliot Perry, tout à fait, qui était à la draft avec son magnifique verre de vin rouge. Donc voilà. Maintenant, ils ont eu la bonne surprise de récupérer le 2e choix de draft là, lors de la loterie. On parle très fort de Ja Morant chez eux. On parle potentiellement de discussions autour d'un trade qui engloberait Mike Conley. Je trouve qu'il va falloir qu'elle se bouger et trouver un coach rapidement. Oui, ils vont le faire sans trop de problèmes, parce que je pense qu'ils se pressent pas plus. Non, vas-y. Ne serait-ce que pour avoir un coach et lui dire on te prend, t'es conscient, nous on a envie de trader Mike Conley. Peut-être le coach va dire non les gars, moi j'aimerais bien avoir Mike Conley, donc non, ça fit pas, ça marche pas. Tu vois, genre voilà. Draft, tout à fait. Donc après, moi j'ai pas trop vu de rumeurs de cibles potentielles réelles. Non, les seuls que j'avais vus, c'était notamment sur tout ce qui est le circuit des assistants, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'assistants qui vont commencer à être interviewés gentiment à droite à gauche, notamment les assistants des Blazers. Il y a eu aussi du assistant d'autres franchises dont on va parler au fur et à mesure, mais en tout cas il n'y a pas trop de bruit pour le moment du côté de Memphis. Ce qui est sûr par contre, après des années un petit peu de ping-pong entre Jurger, Fisdale, Lionel Hollins, etc., là tu es dans une dynamique où gentiment, petit à petit, non pas que tu abandonnes totalement le grit and grind, mais on est vraiment dans une autre ère qui démarre à Memphis. Et donc si tu as du Jaren Jackson Jr., du Deion Brooks, du Jonas Valanciunas, du Delon Wright, tous ces gars-là sur qui ils ont envie de miser,
Il faut peut-être un coach aussi qui soit dans cette dynamique-là. Pas trop jeu posé et on joue que demi-terrain, entre guillemets, pour le stéréotype lié aux Grizzlies, mais plus ça galope. Parce que si t'as Ja Morant et Jaren Jackson Jr., j'adore le demi-terrain, mais... Dylan Brooks, hein, il aime bien. Tout à fait, il faudrait que ça galope. En tout cas, Memphis, à l'heure actuelle, s'il y en a qui ont des sources, très bien, mais pour le coup, là, j'ai pas plus que juste des rumeurs d'interviews. À surveiller, parce que je pense que là, je serais surpris que ça... Oui. Je pense que ça va pas tant tarder que ça, en fait. Je pense qu'à un moment donné, ils vont valider un coach. Ouais, et ça va leur faire du bien d'avoir vraiment quelqu'un de stable, parce que Fizdale, ça a pas duré si longtemps que ça. Bickerstaff, ça a pas duré si longtemps que ça. Et même quelque part, Jorger, juste après Lionel Hollins, c'était pas non plus des décennies, quoi. Donc peut-être que Memphis a envie d'être dans une dynamique où ils peuvent enfin avoir un visage qui reste, quoi. Qui marche, qui colle. Exactement. On va enchaîner avec Sacramento. Alors, je sais pas dans quel ordre démarrer. Parce que nous, on avait fait... karma, sale timing. Nous, on avait fait une émission, on était là, à un moment où on sort d'une émission, on a fait genre... What? Breaking news, Dave Jorger est remercié par les Kings. Ok, Vlad Divac, on va voir. On savait pas forcément ce qui allait se passer. On a été un peu surpris. Tout à fait. Enfin, dans le sens où Dave Jorger vient de faire une bonne saison, même très bonne saison avec les Kings. Alors après, pour avoir lu tout ce qu'ils disaient, le dossier, visiblement, ça s'entendait pas bien avec Divac. Divac le sentait pas sur le long terme. Ouais, et puis donc même Divac, dans les rotations de Jorger, il y a eu 2-3... il le sentait pas. Il prend ses responsabilités, il dit tu dégages. Ensuite, il prend encore plus ses responsabilités, puisqu'il furte et tout, et dans la seconde, j'exagère à peine, la seconde où Luke Walton se fait dégager par nos amis les Lakers, bam, Divac il fait viens Luke. Et nous on est là, on fait ouais, pourquoi pas, Luke Walton, il a peut-être pas eu la chance qu'il mérite vraiment avec les Lakers, une équipe de jeunes à développer, s'il s'entend mieux avec Divac. Non mais tu vois, toutes ces choses-là, quoi. On va voir ce que ça peut donner. Sur le principe, on est tous là, on se dit ok, pourquoi pas, tu vois. Et sur la conférence de presse, on se dit carrément à fond. La conférence de presse, Divac est là, oui. Les deux ont joué ensemble. Ils ont joué ensemble. Ils ont joué ensemble. La Divac a joué avec Luke Walton aux Lakers. Il dit c'est un mec que j'aime beaucoup, j'adore ses valeurs, je pense qu'il a plein d'idées pour les jeunes et tout, machin. Quand tu vois cette conférence de presse à posteriori, si vous pouvez vous la refaire, elle est géniale. Parce que c'est pas contre Sacramento en soi. Non. Quand tu regardes le mariage sous les yeux, tu te dis putain, pourquoi pas, cool. Tu te dis ouais, ok, je veux bien voir. Luke Walton, il a réussi un petit peu à responsabiliser les Kuzma, Josh Hart, Brandon Ingram, Lonzo Ball, etc. Tu te dis avec une jeune équipe des Kings où il y a du jeuneau à développer, si ça adhère, peut-être qu'il y a un step-up. Et peut-être que du coup on va retrouver le Luke Walton qu'on n'arrêtait pas de vénérer en sortie de Golden State. Si ça adhère, pourquoi pas. Sauf que, bam, bim, bam, boum, sale histoire qui ressort. Je me marre, mais c'est pas bien. Sale histoire qui ressort sur Luke Walton, qui se fait accuser. Il va y avoir, en tout cas, pour l'instant, on est parti pour qu'il y ait un procès. Bien sûr. Dans le meilleur des cas pour lui, il y aura genre un settlement, mais ça fera un peu de bruit. Enfin, tout le dossier pue. Le dossier pue à mort. Parce que forcément, pour ceux qui ne le savent pas, on a notamment écrit dessus, il y a donc vraiment une accusation qui a été faite de la part d'une ex-journaliste de Spectrum. Tout à fait, de Spectrum. Qui s'appelle Kelly Tennant. C'est ça, et qui s'était occupé pas mal par le passé donc des Lakers, mais aussi il allait bosser chez ESPN, et qui donc avait bossé avec Luke Walton quand lui était à l'époque des Warriors, où elle avait voulu écrire un livre, notamment on l'a écrit en détail, donc s'il manque des choses vous pourrez lire sur le site de Trash Talk, mais où elle voulait que la préface notamment soit faite par Luke Walton. Il y a eu des rapprochements un peu trop... Il y a eu un rendez-vous, et elle, suite à ce rendez-vous, 2 ou 3 années plus tard, elle l'accuse de harcèlement sexuel. Tout à fait, harcèlement sexuel répété. Donc, après moi je vais pas du tout rentrer dans le... Je n'ai pas du tout la vision sur ces trucs, je vais pas commencer à dire Luke Walton ceci ou Kelly Tennant cela, c'est pas notre sujet aujourd'hui, tu vois, on va pas se permettre de juger des gens quand tu connais pas les tenants et les aboutissants d'un dossier. Par contre, ce qui est sûr, c'est que s'il y a un procès, ce qui semble quand même pas si simple que ça à éviter, parce qu'il est pas face à n'importe qui. S'il y a un procès, genre tu vas pas avoir un coach qui est en train d'avoir un procès pour harcèlement sexuel. Non, très on est d'accord. De toute façon, les Kings ont dit direct, il faut qu'on regarde ça en précision et ils ont prévu du backup potentiel. Il y avait Jeff Hornacek. Ils ont Jeff Hornacek en adjoint. Alors, je sais pas si c'est acté. Je sais que c'est dans les rumeurs. J'ai cru que c'était acté, moi. Ou alors si c'est acté. Non, attends, c'est peut-être moi ça. Mais pour le coup, je suis peut-être un peu emballé parce que je trouve ça très bien. En fait. Ouais, Jeff Hornacek, on avait vu notamment aux Knicks et aux Suns, mais
Ce qui est difficile, c'est que pour les Kings qui partaient justement tête baissée, normal, sur une nouvelle association avec notre ami Luke Walton. Catastrophe. Juste après ta conférence de presse, tu as ça. Ce qui est compliqué, c'est que donc pour Walton, on est vraiment sur un cas de dossier où ça va durer, très probablement, puisque la victime en question, c'est pas qu'elle va se taire pour se taire, mais simplement que ce qui est avancé pour l'instant sur Kelly Tennant, c'est que vu que c'est répété et qu'il y a l'air d'être carré sur le dossier, faudra voir comment ça va se plonger dans un été important pour les Kings, où tu n'as pas envie que pour une fois que tu viens de faire une saison vraiment chamée en 15 ans, et où tu as du progrès, une hype, et vraiment un pur potentiel, pour le coup, se traîner des casseroles comme ça, c'est quelque part très Kings, mais en même temps très sale. Ouais, et puis rien sur désolé, enfin je veux dire, Divac il parle des valeurs de Luke Walton. Là tout de suite elles ont pris un sacré coup les valeurs de Luke Walton. Ouais. Et moi, et je pense que tu seras d'accord avec moi, je veux dire, si c'est vrai, s'il y a un procès et tout, il a rien à faire sur un banc NBA, désolé. Déjà, ça c'est sûr. Et puis la NBA a été très très claire et ferme dans son nouveau CBA, donc la convention collective, qu'ils ont ratifiée il y a 2 ans, où ils ont dit de toute façon c'est simple. Avant c'était que de l'administratif sur les salaires, je grossis, sur les salaires et sur des détails contractuels. La NBA a décidé de mettre son nez sur les affaires vraiment de violence d'athlètes et de membres de la NBA envers les gens de sexe opposé. Et donc du coup, si Luke Walton il se met là-dedans, c'est pas juste une affaire de franchise. Adam Silver va se mettre là-dessus. C'est la NBA qui va se mettre dessus. C'est la NBA qui va se mettre dessus. On a vu déjà des gars se faire booter de la ligue parce qu'il y a eu des violences. Ouais. Et honnêtement, rien sur Onachek. Non, Onachek c'est en cours, il est favori, tout ça, mais c'est pas acté, t'as raison. Ouais. Voilà, c'est tout, il n'y a pas... Enfin voilà. C'est chiant pour les Kings, mais bon, putain... Je suis pas là à dire à qui en vouloir, mais il y a des moments aussi où... Qui en vouloir ? Non. Luke Walton. Mais bien sûr, non mais je dis juste... Luke Walton. Non, évidemment, je dis pas ça, Alex. Je dis simplement, quand je dis à qui en vouloir, c'est simplement les Kings notamment. Certains ont pointé du doigt les Kings parce qu'ils n'avaient pas fait la recherche approfondie. Sauf que à ce moment-là, il n'y avait pas eu forcément la plainte qui avait été faite. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, est-ce que les Lakers étaient au courant de ça ? Et les Lakers ont fait, non, nous on savait rien. Visiblement, ce serait vrai. Mais bon... J'ai un peu de mal à croire tout ça, moi. C'est pour ça que je parle. J'ai un peu de mal à croire que quand t'es franchise NBA, tu sois pas foutu de savoir ce qui se trame sur le mec que t'embauches. Mais peut-être que c'est vrai, en fait. Mais on vient d'avoir le même cas, sans vouloir diverger trop, avec Porzingis à Dallas. Quand il est arrivé, qu'il a été transféré, les Mavs ont fait... C'est quand même un petit peu différent. Au courant. Les Mavs étaient au courant. Bon, c'est un autre dossier. Mais les Kings, il va falloir faire très attention parce que ça peut aller loin et ça fait chier parce qu'il y avait un vrai beau potentiel à exploiter. Ouais, ils auront Jeff Hornacek en coach. Est-ce qu'il est tellement moins bon que Luke Walton ? Bien sûr. Non, c'est sûr. Bien voir, tu vois. Non, désolé, Luke Walton, voilà, s'il a fait le con, il a fait le con. C'est comme ça. Dans les autres franchises, évidemment, juste on fait un point très rapide sur 2 franchises qui ont décidé pour le moment de garder leur coach, parce qu'il faut aussi parler de ceux qui sont conservés. C'est notamment les Sixers et le Thunder. On en avait parlé un petit peu. Conserver, oui, voilà. Ouais, Brett Brown et Billy Donovan, ils ont dit, finalement, malgré des résultats qui peut-être auraient pu décevoir, évidemment pour le Thunder et pour les Sixers qui auraient aimé aller en finale de conférence, Brett Brown, ça c'est bon, c'est tombé quelques heures en fait après qu'on ait fait le dernier apéro là. Ouais, disons que c'est quand même des situations un poil différentes. Pour le Thunder, c'est un vrai pari. C'est un vrai côté genre non, ok c'est décevant mais on garde quand même Billy et on y croit, on parie dessus. Ouais. C'est un vrai pari, franchement. C'est pire qu'un pari, c'est un... Alors que moi les Sixers sur Brett Brown, je trouve ça logique, perso. Ça va au... T'es là en mid-conf, t'as perdu au Game 7 sur un shoot que Kawhi Leonard peut retenter 100 fois, il va, je sais pas combien de fois il va le mettre. Arrête! C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Genre, ils sont allés au Game 7 contre des Raptors un peu plus expérimentés. Moi, je trouve qu'ils ont montré beaucoup de choses intéressantes, ces Sixers. Je trouve que Brett Brown a plutôt fait une belle série. Backé par ses joueurs. Backé par ses joueurs, je comprends. Genre, Joel Embiid, il a dit non, c'est pas de sa faute. Je comprends et je trouve ça très bien de la part des joueurs. Et donc, je trouve que c'est pas tout à fait le même cas. Je trouve que Brett Brown est... Non, mais attends, juste. Brett Brown est dans la continuité alors que Donovan, c'est un vrai pari. Là, Donovan... Oui. Donovan, ça se trouve, va se faire gicler en décembre, en fait. Oui, c'est pour ça. Ils ont pris l'option en décembre dernier pour savoir si c'était, s'il allait prendre une année de plus en 2019-2020. En fait, il peut même éclater là après la draft. Hein. Ça m'étonnerait pas. Ah ouais ? Tu crois, toi ? Ouais, quand même. Ils ont fait de la com un peu en disant voilà, on va le conserver, et je sais pas ce que fait Sam Presti en fait. Donc. Il a l'air de bien l'aimer, son coach. Dites-nous ce que vous en pensez. Ouais, dites-nous les fans du Thunder si vous êtes content de garder Billy ou pas. Les
les fans des Sixers, dites-nous si vous êtes contents de garder Brett Brown pour un peu de continuité. Moi, je pense que c'est la bonne solution pour Philly. Non, pour Philly, c'est bien. Ouais. Il y avait pas 50 raisons de le virer. Non, et tu prends qui en fait? Non, c'était très bien de garder Brett Brown. Faudra. Mais par contre, c'est là. Genre cette saison, la saison prochaine. Enfin, déjà cet été, on va voir comment ils recrutent les Sixers, comment est-ce qu'ils prolongent, etc. Mais... qui tu gardes, comment tu recrutes. Mais la prochaine, par contre, ça sentira très fort la guillotine si. Il va falloir progresser. En régulière, en playoff, il va falloir progresser. Bah, t'as fait une demi contre Boston qui a été un peu rapidos, et là, t'as fait vraiment 7-7 contre Toronto, donc il faudra faire finale de conf. C'est désolé, mais le script, il est là. Et faire mieux en régulière aussi. Ah, bien sûr. Tu vois, va me taper les 55 matchs en régulière. Ouais. Va chatouiller, voire prendre la première place de l'Est. Non, c'est sûr. Tu vois ? Ah bah ils vont essayer, avec le talent qu'ils ont. Dans les autres franchises qu'on a, évidemment, nous avons nos amis les Suns et donc Monty Williams. Personnellement, j'étais pas hyper content qu'on vire Kokoskov. J'étais là genre... Je trouvais que c'était un peu le juger rapidement. Après, ça s'explique quand tu regardes ce qui vient de se passer aux Suns ces derniers mois, c'est-à-dire c'est toujours le gros bordel, le proprio il fait nimp, mais là il a au moins le mérite d'essayer de faire venir un mec un peu plus senior que James Jones en vice-président des opérations basket, donc monsieur Jeff Bower, qui est un ancien des New Orleans, Hornets Pélicans. C'est lui qui a drafté Anthony Davis, il me semble, si je dis pas de conneries, Jeff Bower. Non, c'est pas lui. Non, c'est peut-être pas lui. Je suis peut-être en train de dire des conneries. Deldems. Mais il était peut-être déjà dans peut-être dans le délire. En tout cas, avec Monty Williams, ils se connaissent déjà un petit peu. Donc, du coup, c'est pas non plus illogique quand tu fais des changements comme ça dans le front office que ça entraîne un changement de coach. Donc, moi, perso... t'avais dit que tu voulais garder Kokoskov. J'aurais bien gardé Kokoskov, moi. Ah ouais. Moi, si tu me demandes en sortie de saison, je dis non. Faut garder Kokoskov, faut commencer par lui filer un meneur d'expérience, et si possible, un ailier fort dont c'est le vrai poste. Commençons déjà par le début, tu vois. Et voyons ce que vaut vraiment Kokoskov. Pour moi, tu peux pas le juger sur cette saison. Non, c'est sûr. Maintenant, comme je viens de le dire, le fait qu'il se fasse virer, même si ça m'énerve, avec Jeff Bower qui le remplace par Monty Williams, je trouve qu'il y a une espèce des débuts de logique. Un début de logique. En plus, Monty Williams a cette réputation d'être un coach qui développe bien les jeunes et qui leur fait confiance. Ouais, c'est un super choix. Donc si Jeff Bower continue avec James Jones et qu'ils arrivent enfin à nous faire péter un mec un peu plus costaud que des rookies à la main, bon je veux bien voir ce que fait Monty Williams avec. C'est un bon entraîneur. Il a montré des trucs bien à New Orleans. Ouais. Il a l'avantage sur Kokoskov en soi d'avoir découvert que c'était quoi la route vraiment pour aller au playoff. Donc même si les Pels s'étaient fait sweeper par les Warriors, il aura peut-être un peu plus d'autorité sur Devin Booker aussi. Et ses compagnons, parce que tu vois, il va lui dire Williams, attends, c'est dur, gentil. C'est ferme, c'est très carré. Oui, puis Devin Booker, c'est forcément qui c'est Monty Williams, faut pas exagérer non plus. C'est ça, et il a une bonne réputation, Monty Williams. Bon, évidemment, toute la NBA était avec lui quand il y a eu les C'est un gars qui a vécu de la perte de sa femme dans des circonstances horribles. Vraiment hardcore. Genre, tu perds ta femme à quoi? Il a quel âge? 50 ans? Avec 3 enfants. 3 enfants, il perd sa femme dans un accident de voiture. Et il était hyper respecté sur sa formation. Il était pendant les playoffs sur le banc de Philly, mais juste avant, il était passé par le Thunder notamment. Il a été formé aussi à la Spurs. Donc non, c'est un gars qui est assez bon, assez carré. C'est un entraîneur que je respecte dans son approche psychologique et dans son leadership. Et là, quand on dit grosse valeur, on peut dire grosse valeur. Sa approche psychologique et leadership, je respecte à fond. Tactiquement parlant, il m'a jamais ébloui du temps de la Nouvelle-Orléans, donc j'attends de voir. Ouais. Parce que les Suns ont aussi besoin de ça, de fond de jeu. Tu vois ? Ah, bien sûr. Ils ont besoin de beaucoup de choses. C'est fini la cour de récré, c'est fini le leadership en bois, et ensuite il faut du fond de jeu. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Il y a une base. Je suis un peu déçu qu'on ait viré Kokoskov, mais je peux pas dire que je sois déçu de récupérer Monty Williams en tant que fan des Suns. Je dirais ça comme ça. C'est pas mal. Phoenix, on va voir ce que ça donne. Cet été va être tout aussi excitant limite que le dernier. Et là on surveillera. Nous avons donc les Lakers qui ont pris Frank Vogel. Vous avez été nombreux à nous poser la question. Vous avez été nombreux à nous poser la question, notamment sur l'arrivée de Frank Vogel, parce qu'on sait qu'avec le bordel qu'il y avait eu chez les Lakers depuis 6 mois, depuis un mois à peu près et demi, entre Magic qui part, Luke Walton, finalement c'est un accord, Luke Walton qui voulait partir, les Lakers qui n'en voulaient plus. Et là il y avait de la recherche. Toute la période de recherche a été un peu tendue. Il y avait du Tyronn Lue qui était... Il y avait du Tyronn Lue qui était en tête. Il n'était pas en tête, il était genre on ne fait pas d'autres interviews. Ah, il était en tête. Mais genre c'est plus qu'en tête, il était tout seul. Non, il y en avait d'autres. Non,
il disait oui, il compte pas interviewer d'autres coachs au début. Avant que Tyronn Lue fasse non, vous êtes gentils les gars. Moi, si on me file pas 5 ans avec 40 millions de dollars l'année, je viens pas chez vous. Alors, les gars. Je sais pas si c'était ça les tenants et aboutissants des trucs, mais c'est clair que Tyronn Lue était en tête de course, ça c'est clair. Il y avait du Jason Kidd qui était pas loin. Il y a eu d'autres gars qui ont été mentionnés, mais jour après jour, en fait, la liste se rétrécissait parce qu'il y avait des gens qui doutaient pas mal à la fois de la stabilité de la franchise, du pouvoir de Jeanie Buss et surtout de ce que c'est faire quoi de l'effectif quoi. Ouais, donc du coup après ce qui s'est passé au niveau de Tyronn Lue visiblement de ce qu'on en a compris c'est que on lui a proposé un contrat qu'il a estimé trop court, un contrat qui était calqué sur celui de LeBron et il l'a un peu mal pris en mode ok ouais, vous venez là pour que je babysitte LeBron parce que je le connais et tout quoi. Il avait 3 ans dont la 3e en option. Voilà, donc ça lui a pas plu, il a fini, c'est lui qui a dit non mais moi je veux pas de ce contrat là comme ça et tout, donc les Lakers se sont dit bah non désolé ça va pas être possible. Quelque part là où je peux le comprendre entre guillemets c'est qu'il vient de voir Luke Walton prendre 5 ans à côté. Il vient de voir pas mal de coachs prendre 5 ans. C'est un peu chelou qu'on lui file un contrat, en tout cas de ce qui nous a été rapporté, mais qu'on lui file un contrat de 3 ans. Ça fait vraiment genre occupe-toi juste de l'air LeBron. Non mais attends, je peux comprendre qu'il l'ait mal pris. Moi franchement... non, moi je peux comprendre. Maintenant le gâteau d'anniversaire aux Lakers. Ça dénote bien le merdier que c'est chez les Lakers en ce moment. Ça dénote bien ça. Tu vois, genre... Ils savent pas trop où ils en sont. Ils font, on va prendre un coach juste le temps de LeBron, on verra où on en est après LeBron et tout. Les offres sont pas bonnes, quoi. Tu vois. Donc finalement, ils se retrouvent avec Frank Vogel en head coach et Jason Kidd en assistant. Putain. Ça, c'est un attelage que moi, personnellement, je trouve hyper bizarre. J'aime pas du tout sur l'approche. J'aime bien Frank Vogel. Il est chelou. J'aime bien Frank Vogel. Parce qu'on se souvient souvent ce qui s'est passé à Indiana et après il y a une période Orlando qui était un peu compliquée mais c'est difficile de trop lui en vouloir avec le management qu'il a eu, un effectif hyper jeune donc souvent on a très bien construit, un peu bancal. Ouais, souvent on a le souvenir d'Orlando alors que Indiana c'était vraiment bien mais je sais pas, t'en penses quoi? Parce qu'il y a trop de il y a trop de pensées qui me viennent là. Non mais parce que déjà premier truc de ce que j'en ai vu de Tyronn Lue et de Frank Vogel, je préfère Frank Vogel. Déjà, moi... Entre Frank Vogel et Tyronn Lue ? Oui, de ce que j'ai vu de ces deux gars, en banc, je préfère Frank Vogel. Mais tout le temps, en fait. J'ai l'impression que Frank Vogel va être un peu plus capable sur le coaching pur que Tyronn Lue, que ce que nous a montré Tyronn Lue. Ah ouais, ça oui. Bon. Ensuite, donc du coup, les Lakers prennent Frank Vogel. Ensuite, le côté Jason Kidd en assistant. Alors ça... Donc adjoint numéro 1, je sais plus comment ils appellent ça là, aide associate ou je sais plus quoi. Bref, ça s'appelle le next man in line. Mais oui, c'est-à-dire que genre c'est quoi le message que t'envoies à Frank Vogel ? C'est gros, si tu te chies dessus, on va te virer, Jason Kidd va prendre la suite tout de suite. Tout à fait, il y a énormément de gens qui disent qu'en janvier sphère, on a Jason Kidd en coach. Que la sphère autour de Los Angeles et les sources proches des Lakers disent c'est quasiment un done deal que Frank Vogel, ses jours sont déjà comptés alors qu'il vient à peine d'arriver. Mais prends Jason Kidd direct dans ce cas-là alors. Et je pense que c'était une des conditions peut-être de Jason Kidd. De quoi ? Prends quelqu'un d'autre d'abord devant moi ? D'abord on va développer les jeunes, après on va voir. Fais sauter un gars devant moi, déjà ça ressemblerait bien à Jason Kidd, honnêtement. C'est quand t'es d'accord ? On boit quoi ici ? Vous avez quoi comme whisky ? Hein ? C'est quoi le... Tiens, pousse-moi. 12 ans d'âge, je prends pas ça moi. Je prends pas de 12 ans d'âge. Un temps mort, pousse-moi. Non mais c'est vrai que c'est bizarre comme alliage. Jason Kidd, depuis quand c'est un adjoint Jason Kidd ? Peut-être ça peut faire un adjoint. Ça peut être un adjoint, mais ce qui m'étonne c'est que tu vois tellement potentiellement, c'est pas pour faire de la hate, mais tu vois tellement potentiellement les décembre ou janvier s'il y a quelques défaites de suite où des médias vont plutôt poser les questions à Jason qu'à Frank Vogel. Possible. Et ça, mais c'est le début des emmerdes, quoi. Premièrement, tu vois aussi, genre, on commence à me dire, oui, Jason Kidd, il est là, par exemple, pour développer Lonzo Ball. Pour aider Lonzo Ball à se développer. Les jeunes, d'une manière générale. Ouais. Et oui, mais Lonzo Ball, je veux dire, Lonzo Ball, Jason Kidd, Lonzo Ball, Jason Kidd, ils ont des choses à se raconter. Je pense que Lonzo Ball, il y a des trucs qu'il peut regarder dans la carrière de Kidd et que Kidd peut lui apporter de manière directe. Oui. Non, mais de poste pour poste, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Bien sûr. Lonzo Ball a une vision incroyable, il a un jeu de passe incroyable, il est en transition, il est assez athlétique et il a pas trop de shoot.
Rappelle qui sur le profil, tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc Jason Kidd peut, Lonzo Ball, s'il sait qui c'est Jason Kidd, Lonzo Ball peut écouter un mec comme Jason Kidd, et Jason Kidd peut peut-être l'aider à se développer, comme il a aidé déjà pas mal de joueurs finalement. Giannis, il n'y a pas de ressemblance, mais Giannis, tu vas lui demander, il va dire qu'il va bien aider sur mon développement. Mais bien sûr, donc je pense que Jason Kidd est capable sur ce genre de choses, et il est capable de donner des bons conseils à Kyle Kuzma, à Brandon Ingram, à d'autres joueurs. Maintenant, c'est quoi l'attelage avec Frank Vogel en fait? Genre, qui va vraiment... Enfin, j'ai du mal à... Je demande à voir. Et puis surtout, combien de temps en fait? Parce que moi j'aime bien, évidemment, la possibilité... On est en train de se dire, c'est quand même Jason Kidd dans un bureau avec Lonzo Ball, etc. Mais en fait, genre si ça se trouve, parmi les jeunes là, il y en a combien qui sont encore là en août en fait? En plus, t'as ça, même en plus, c'est genre, c'est limite central parce que si les mecs prennent un gars pour développer, mais que t'as tout le monde qui est mis dans un package pour, je ne sais pas, moi, Anthony Davis ou Bradley Beal, par exemple, là on en revient à ce qu'on disait au début. Quel bordel. C'est quoi ce cirque? C'est-à-dire que là, je trouve que les Lakers ne font pas les choses dans le bon ordre. Après, il n'y a aucune certitude au niveau de l'effectif, il n'y a pas de message clair qui est envoyé. Par contre, on nous prend déjà un attelage coach associé, adjoint pour développer quoi. Oui. Après, on ne sait pas quoi. Oui. Après, Frank Vogel, comme tu le disais, bien par rapport à ce qui est monté au niveau stratégique, bien au niveau juste. C'est un sanguin un peu, donc il peut s'énerver rapidement, mais sinon, il est assez carré. Il est capable de monter des bonnes défenses. Oui, même des bonnes attaques. Et des bonnes attaques, ça peut aller aussi, mais faudra voir. C'est pas plus mal qu'il ait un gars à ses côtés pour développer vraiment les jeunes, mais comment est-ce qu'il fait par rapport à la pression? Parce que les médias, quand il était à Indiana, cool. Les médias, quand il était à Indiana, à Orlando, c'est autre chose. Hein. Mais quand t'es coach de Los Angeles, genre demande à Mike D'Antoni. Demande à Luke Walton. Hein. Luke Walton, Mike D'Antoni, Mike Brown, tous les mecs qui sont passés par là. T'es dans le sniper, dans le viseur du sniper H24. Tout le temps. Donc il va falloir voir. T'as LeBron sur le terrain, enfin. Et combien de temps ça va tenir avant que Jason Kidd soit un peu sur le modèle David Blatt, Tyronn Lue, quoi. Est-ce qu'on est dans ce modèle-là, ou est-ce que c'est vraiment Frank Vogel qui va être là pendant longtemps? C'est très troublant, et j'ai pas trop entendu LeBron là-dessus. Je sais pas ce qu'il a dit ou s'il était content. LeBron, il est sur Insta, il est en claquette là. Ouais, c'est ça, mais ouais, tout à fait. Mais cool. Mais j'ai pas eu en tout cas de retour ou quoi que ce soit sur. Il s'en fout. Sur Frank Vogel. Il est sur Insta, il est en claquette, il danse. Il y a le tournage. Ah oui, c'est vrai, il y a le tournage. Autant pour moi. Dans tous les cas, voilà au niveau des coachs. Évidemment, ça peut bouger dans plein d'autres endroits. Je dis n'importe quoi, même si son contrat il est assez lourd à Washington, monsieur Scott Brooks. Il y a un nouveau general manager maintenant à Washington. Tu crois, ouais, là, ça y est, tu crois que ça serait pas déjà fait? Je sais pas. Moi, je crois juste que c'est au niveau financier que Washington ne peut pas se permettre, avec toutes les blindes qu'ils ont, de devoir se séparer, parce que ça coûte des ronds de se séparer d'un coach. C'est pas un grec. Et surtout qu'avec les contrats qu'on leur file maintenant, c'est ça. Donc, du coup, Scott Brooks, je pense que ce sera à surveiller. J'ai vu de la rumeur, c'est vraiment de la rumeur, autour de Mike D'Antoni, moi. Ouais. C'est de la rumeur, mais j'en ai vu. Chicago a décidé de prolonger son coach, Jim Boylen. Boylen, ouais. À voir. Ouais. À voir. Ouais. Bah, je lui laisse un camp d'entraînement complet. Mais oui, et puis même une saison, hein, pourquoi pas. Mais ça va, les Bulls, ils jouent pas le titre, là, ils peuvent essayer de travailler, quoi. Non, bien sûr. Il a une base de jeunes et on va voir ce qui se passe avec leur pic de draft et tout ce qu'ils vont faire cet été. Mais Boylen, on va attendre une saison complète avant de se permettre, même si ça a été dans le jeu, ça a été un peu haché. Je fais le tour un peu des franchises. Non, Dallas ça bouge pas, Denver ça bouge pas, Détroit ça bouge pas, Golden State ça bouge pas, Houston non, Indiana, Clippers ça reste avec le doc, Lakers donc on a parlé, Wolves. Mais non, ils vont garder le fils Saunders une saison. Saunders. Ouais, ils vont faire une saison. Ils ont la nouvelle présidence. Donc ils vont faire une saison avec le fils Saunders. Les joueurs ont l'air de le kiffer et tout. Il est tout jeune. Moi je dis. Moi, je serais le front office de Minnesota, je ferai une saison au moins avec le fils, avec Ryan Saunders. New York, ça ne bouge pas. Orlando, ça ne bouge pas. OKC, malheureusement, ça ne bouge Brooklyn, ça bouge pas. Brooklyn, ça bouge évidemment pas. Miami, ça bouge pas. Philly, Portland. Non. Bah, on est bien, on a fait le tour à peu près. Bah, c'est déjà pas mal. Non, c'est ça. Ça fait déjà. La valse, ça a été rapide. 3-4 nouveaux coachs, plus deux autres à venir. Ouais. Bon, bah voilà, ça fait un 5e. C'est ça. La valse a été rapide. Donc, évidemment, donnez-nous vos avis sur toutes ces nouvelles arrivées. Et ceux qui vont peut-être arriver aussi. On en reparlera au fur et à mesure de l'été parce que ça va impacter directement la draft et la free agency. Et puis évidemment on souhaite bon courage aux coachs qui vont bientôt démarrer leur nouveau job. À la prochaine. Ciao.